Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans vos fauteuils bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2, 0, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer. Et tous les acteurs vont s'allier en même temps. Nous avons 20 ans. Il y a Norbert, Corinne et Pascal, Pascal, Sophie, Patrick, Christine, Édouard, Patrice et Béatrice. Parce que maintenant, c'est très difficile. On va faire ce que nous pouvons. Alors, pour travailler ensemble le moins mal possible ce soir, avec Anne, nous allons travailler sur l'animation, c'est-à-dire donner la parole aux uns et aux autres. Et Anne va m'aider à repérer les demandes de parole dans le public pour que je ne m'emmène pas les pinceaux. Alors si à un moment donné vous souhaitez prendre la parole, vous faites un signe et puis je laisse faire au mieux les prises de parole. Nous avons ce soir travaillé de deux manières. Avec Yves, nous sommes convenus de partager le travail d'animation, de telle sorte qu'aucun de nous ne soit en position d'être à la fois chargé d'intervenir sur le fond et de se préoccuper de l'animation, de la facilitation. Donc, je vais commencer comme je le peux à ordonner les prises de parole avec ton aide par rapport au public. Et puis, à un moment de la soirée où nous inverserons les choses. Nous avons le grand honneur d'accueillir Jacques Renard. Vraiment, Jacques. Merci. Je suis très touché, très fier, très sensible au fait que tu sois là. Et que justement, même si effectivement c'est moi qui crée ce lieu, tu es aussi dans les origines, les origines dans la préhistoire, parce que Jacques est peut-être une des personnes en France qui a été le plus chercheur dans les domaines aussi bien du rationalisme et avant de la culture, de l'homéopathie,
du psychodrame. Et donc, en fait, c'est une tradition de recherche, d'ouverture à travers quelque chose de pluridisciplinaire, de mondial, parce que l'homéopathie vient pas de... C'est devenu totalement mondial, et puis surtout l'homéopathie vient d'Allemagne, vient de Suisse, vient de l'acupuncture de Chine, vous voyez, c'est toutes ces dimensions que Jacques a incarnées au fur et à mesure en apprenant. Donc moi j'ai toujours eu une image d'un père qui apprenait, et donc pas de quelqu'un qui était dans une position de supériorité, mais dans une position d'apprentissage, de découverte, d'exploration. Et en fait, c'est peut-être là l'introduction qu'on peut faire sur cette notion d'empathie, c'est-à-dire que l'empathie n'est pas quelque chose où c'est quelque chose où on va se découvrir, on va découvrir le monde. Il y a quelque chose qui n'est pas ça. Merci. Et je passe la parole à Norbert qui va gérer les prises de parole. Qui va aussitôt redonner la parole à Yves, parce que ce dont nous sommes convenus, puisque nous parlons d'empathie, c'est peut-être de trouver un mode de racine, de source, de référence, pour nous laisser ensuite, pour laisser advenir ensuite pour chacun de nous la manière dont il partage, ressent ce qui est derrière ce mot. Donc notre proposition était que là c'est très rigoureux, que tu ouvres sur deux espaces. L'espace du certain, l'étymologie, et l'espace des possibles par rapport à l'histoire de ce mot. J'ai bien dit ce mot et non pas ce concept, car justement la question se pose, de quoi s'agit-il derrière ce mot? Merci Norbert. Je vais être rapide pour un angle, de développer simplement un angle, c'est que l'espace favorise un sport. C'est un sport qui est un sport relationnel. Ici, il y a des parcours de santé, en forêt, etc. Ici, il y a un parcours relationnel qui est à base de créativité, d'ouverture, et toute la journée, nous développons ces possibilités à l'intérieur de nous et dans les relations. Donc, on s'est dit à partir de là, c'est que bon, depuis 34 ans, l'espace joue comme coach. Donc, finalement, on peut le prendre comme une collectivité. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que vous développez à partir de l'individu, de l'individuation, etc. Mais justement, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'ici, tous ensemble, nous rencontrons toute une série de techniques, d'approches, de gens, de bibliothèques vivantes, d'échanges, d'informations. Et c'est cette richesse que nous arrivons à construire et à constituer. Donc j'ai développé ça selon un petit papier qui circule. Je ne le développerai pas plus. Et simplement, voilà, donc de faire comprendre ici que cette diversité de parcours, et de bien comprendre, c'est que, bon, finalement, les X années, toi tu as 92 ans, moi j'en ai 62, Gaëtan on a 25, voilà. Donc dans ces parcours de vie, comment nous les enrichissons et comment nous sommes un peu complices, enfin, c'est ça peut-être le message à dire aux uns et aux autres, comment nous sommes complices d'une construction, d'une trame qui se construit, qui nous permet de nous nourrir et de nous propulser. On est aussi dans une efficience, dans une qualité d'échange. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée qu'il devrait y avoir une espèce de pensée d'origine ou de source, eh bien, il y a quelque chose qui se construit constamment parce que nous sommes dans des êtres au monde
qui sont ouverts. Bon, il y a des gens qui vont en Inde, qui vont en Chine, qui vont à Paris. Bon, ça c'est voilà, nous construisons ensemble quelque chose. Donc c'est peut-être de ça que je voudrais. J'aimerais bien qu'on comprenne cette culture en mouvement, cette culture en marche, qui aujourd'hui doit peut-être être plus forte, plus construite, aller plus loin, parce que justement nous avons des connexions un petit peu plus importantes. Voilà. C'est simplement sur cet aspect-là que on s'éclaire et on échange. L'empathie, l'origine. Alors, l'origine de l'empathie, c'est éprouver avec. Donc ça a été développé tout simplement, la première personne qui l'a développé, c'est par rapport à l'art. Et en fait, quand on voit un tableau, quand on voit un objet d'art, on va être en sensibilité avec. Il ne s'agit pas, bien sûr, tout de suite de développer une prise de conscience intellectuelle. Il s'agit de développer un éprouvé. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui a été repris par Rogers, c'est cette capacité d'éprouver et de ne pas justement être dans une espèce, ça coupe l'intellectualité, et c'est d'être dans une sensibilité avec, qui effectivement passe par le corps, passe par... voilà. Et donc de prendre comme un objet d'art, finalement, on sort de l'utilitarisme, de la fonctionnalité, pour découvrir l'autre comme voilà, un moment spécial, particulier de la relation où on va pouvoir explorer, s'explorer ensemble dans un don, avec, je finirai simplement là-dessus, sur la notion de présent. Le présent, c'est le don aussi. Être présent, c'est aussi d'être dans le don. Et je pense que même si dans les relations, il y a qu'elles soient thérapeutiques ou il y a toujours l'argent qui peut peut-être métier à un certain endroit, il y a un rapport au don. Voilà. Merci. Vous voyez que Yves nous a donné la source, il nous a donné la manière dont depuis la source, il a fait couler sa propre rivière et ce fleuve maintenant, même cet estuaire, puisque nous sommes dans la Gironde. Vraiment merci. Je souhaiterais dans un premier temps, peut-être en s'appuyant sur ce que je viens de dire, de permettre à chacun de réagir. Je donnerai à Jacques très très vite la parole, mais je voudrais d'abord accueillir nos autres qui viennent d'outre-Atlantique, dit-on. Et peut-être, justement parce que vous arrivez aujourd'hui, pas seulement parce que vous venez du Québec, mais vous venez aujourd'hui, donc vous n'avez pas été influencé par nos échanges différents, et que justement vous donnez la parole, vous qui arrivez. Vous avez été juste légèrement contaminé par une bande d'écoutés que nous sommes, vous appelez au moment du repas, et d'ailleurs nous avions envisagé une grève empathique, mais qu'on ne pas faire la soirée. Mais on dit que peut-être il y aurait une révolte empathique, alors on a renoncé. Donc je propose que tous les deux vous disiez en arrivant, qu'est-ce que ça vous fait là déjà, parce que j'ai pu comprendre que c'est la première fois que vous venez, non pas en Europe mais en France, puisque l'un et l'autre vous êtes originaires d'Europe, mais que vous êtes rencontrés au Québec, parce que j'ai pu comprendre et vous y vivez, mais d'être là, ici. Alors, oui, un mot encore. Que chacun puisse énoncer qui il est, je ne vais pas me dire pour les présentations, et dire un peu d'où il parle, et ce sera valable également pour le public. Pardon? Leur prénom, qui vient avant le nom, leur nom, puisqu'ils ont envie de dire brièvement d'eux, pour qu'on se situe d'où ils parlent au moment de prendre la parole. Je voulais choisir entre vous qui prend la parole en premier. Donc, je me prénomme Pascal Astier. Je suis effectivement d'origine belge. Paris, quoi? Belgique. Voilà.
Donc, je suis d'origine belge, et ça fait 13 ans que j'ai quitté la Belgique pour aller vivre au Québec. Et là-bas, mon métier était au départ dans le domaine de la communication, de la publicité, du marketing. Et ensuite, je me suis formé à la communication non violente, notamment, dont l'empathie est la base, je dirais. Et j'ai fait connaissance au Québec aussi avec les enseignements écartelés. Et sur base, je dirais, de ma pratique, je dirais, quotidienne de ces enseignements, j'ai développé quelques ateliers sur le thème, disons, de cultiver la présence. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à l'empathie? Je voudrais faire le lien entre l'empathie et la présence. Je dirais que pour moi, l'empathie, c'est un espace à l'intérieur duquel le vivant peut être tel qu'il est, reconnu, accueilli. Et c'est un espace à l'intérieur duquel la guérison peut se produire. Il y a la notion aussi d'auto-empathie. Et là, j'ai envie de parler des choses de vivant. C'est que quand on m'a orienté le micro vers moi et qu'on m'a dit tiens, il faut parler en premier, mon cœur s'est mis là très fort. J'ai ressenti de l'anxiété ici au niveau de la gorge. Et évidemment, les émotions qui traversent mon corps pourraient tout à fait prendre le dessus sur ce que je suis en train de vivre, pourraient me faire perdre complètement mes moyens. Mais le fait de les ressentir dans mon corps, de leur faire donc de l'espace, leur permet de vivre ces émotions, donc de les vivre consciemment, et en même temps de rester présent à tout le monde, je veux dire à moi-même et à l'espace, et à tout ce qu'on est en train de vivre dans l'instant. J'ai entendu au Québec une dame me dire « Mon mari me fait la plus belle déclaration d'amour ». Et pour moi, c'était une déclaration d'amour empathique. Il me disait « Je suis l'espace pour toi, être qui tu es ». Si on peut être l'espace pour être qui on est nous-mêmes, à ce moment-là, on ouvre cet espace d'empathie pour permettre à chacun d'être qui il est. Et je pense que l'empathie n'est possible que quand on fait d'abord de l'auto-empathie. Donc voilà, tout ce que je dirais pour l'instant. Merci. Je change un peu l'ordre de ces paroles. Jacques, j'ai envie que vous nous disiez ce que vous avez ressenti en écoutant votre âge. Il y a beaucoup d'émotions et de vérité dans le propos, d'une certaine manière, dans lequel ce propos d'un individu X, qui connaît bien la maison, bien entendu, rejoint beaucoup d'entre nous, surtout les vieux habitués, bien entendu. Alors je me suis particulièrement reconnaissant de l'avoir dit avec justesse, avec talent et avec intelligence. Voilà. Vous voulez dire autre chose? Et peut-être quelques mots pour vous, l'empathie pour vous. Oui, oui. Merci tout particulièrement de cette relation de l'autre vers moi et non pas seulement de moi vers l'autre. Est-ce que nous allons oser continuer? Merci. Alors bonsoir à tous, mon nom est Béatrice Thomas, je suis française et il y a 5 ans j'ai pris ma valise, 2 valises exactement, et je suis partie au Québec refaire une vie, créer une nouvelle vie. Donc j'ai osé, donc la transition était là. Et l'expérience du Québec, c'était d'abord, j'ai décidé d'être actrice de ma vie, vraiment de prendre ma vie en main
et puis de la créer à partir de rien. C'était tout un chemin et effectivement l'empathie a été quelque chose de très présent et notamment l'auto-empathie aussi parce que c'est toute une aventure en fait, avec toute la charge émotionnelle qu'il peut y avoir, le renoncement et puis aussi l'extraordinaire liberté de reconstruire à partir de rien. C'était aussi une expérience très forte de lâcher prise et de créativité. Alors, ce que j'ai fait au Québec ces 5 dernières années, ça a été mon métier qui est aujourd'hui d'intervenir en management dans les organisations. Et puis aussi, j'interviens à HEC Montréal en psychologie management. Ça, c'est le volet organisation. Et puis, parallèlement à ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Si j'osais. Comment développer notre liberté d'être, donc basé effectivement sur cette expérience. C'est une auto-réflexion en fait, personnelle sur la gestion de changement et puis donc oser changer pour se renouveler, pour aller au plus proche de soi-même. C'est un chemin d'authenticité en fait, et puis d'empathie et d'intériorité. Voilà. Donc j'ai par ce biais-là aussi été au contact du grand public dans le cadre de conférences, etc. Mais au niveau des organisations, j'ai envie de parler d'empathie dans le contexte des organisations. J'ai le souvenir qu'il m'est arrivé là d'un séminaire sur le thème de la mobilisation que j'avais animé au Québec. Et je me souviens d'un manager qui était aux prises avec des changements organisationnels. Vous savez, aujourd'hui, toutes les organisations vivent ça à un rythme effréné. Et il y a beaucoup de souffrance dans les organisations et ce manager était en panique. Et on exerçait, on pratiquait en fait un outil qui s'appelle le co-développement, qui est très peu encore, me semble-t-il, parce que j'ai entendu dire répandu en France, mais qui est très pratiqué là-bas. Et c'est une pratique où l'ensemble des collaborateurs réfléchissent ensemble à une solution. Une personne vient nommer un problème qu'elle rencontre, une difficulté, et l'ensemble des personnes présentes se mettent au service d'eux pour essayer de trouver une solution. Et cette personne était donc aux prises avec une panique, qui vivait un certain nombre de difficultés, et on s'est tous mis autour de cette table, essayer de trouver une solution. On est arrivé sur des solutions très concrètes, très rationnelles, très logiques, mais lui était toujours aussi paniqué. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il puisse retrouver un minimum de sérénité, de calme, ou de lucidité, de prendre un peu de recul aussi sur la situation. Et puis en fait, je l'ai observé. Puis à un moment donné, à la fin, je lui ai dit, au fond, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est quoi les difficultés que tu rencontres aujourd'hui? Puis il avait du mal à nommer ces émotions, c'est pas toujours facile. Puis vous savez, dans le cas des organisations, on ne va pas se livrer comme ça de but en blanc. Et j'ai tenté, j'ai dit, est-ce que tu vis d'impuissance dans cette situation? Il me dit, oui, c'est ça. Et j'ai vu son corps s'affaisser, ses épaules tomber. Et il n'a plus été le même le reste de... On a resté 2 jours ensemble, et le lendemain, et dans la journée qui a suivi, n'était plus tout le même. Son besoin avait été identifié, entendu, reconnu, et du coup, cette charge émotionnelle qu'il portait, et ce stress a pu disparaître. Voilà. C'est un exemple de l'empathie, où est-ce qu'on trouve, dans quelles circonstances. Voilà. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il avait accédé à accepter son impuissance, et que donc il y avait eu une métaphorisation, une transformation. Enfin, c'est ce que je veux entendre. Alors, à propos de travail suivant, je vais peut-être donner la parole à 1 ou 2 personnes encore dans le groupe. Ensuite, on reprendra pas de questions et revenir pour pas qu'on ait une soirée trop d'un côté ou de l'autre. Et je voudrais tourner notre ami Roger Rien, qui pourrait déjà rebondir sur ce qui vient de changer dans sa mise en perspective, et puis peut-être après ton intervention, me tourner vers la salle pour des questions et revenir aux intervenants pour être d'accord pour que vous n'attendiez pas à la fin de la soirée pour intervenir. Donc, Patrick Hoffman, formateur, psychothérapeute. Merci de me passer la parole, c'est un petit peu impressionnant, mais l'empathie, c'est être effectivement, comme il vient de nous être dit,
au contact de soi-même et avec cette intention de disponibilité avec singulièrement chaque personne avec qui je suis en relation. Et tout de suite, je suis en relation avec un sacré nombre de personnes. Alors, la totalité des singularités rend la tâche difficile. Alors, je ne peux que tout de suite vous offrir Patrick avec Patrick, dans l'authenticité dont il est capable pour vous faire goûter le respect que si je peux vous l'accorder, c'est aussi le respect que j'essaye de m'accorder. Voilà un peu du goût, de l'empathie que je suis tout de suite, qui me vient à vous partager. Et j'ai hautement apprécié les témoignages déjà qui formulaient ce propos. Je crois que ce sera tout pour moi ce soir. Merci. Bien, moi je te remercie d'autant plus que c'est pas la Saint-Patrick ce soir, mais la Saint-Patrick, je crois, peut être irlandaise, me semble-t-il, et l'empathie est bien arrosée dans ces cas-là. Peut-être c'est le moment qui est peut-être un premier niveau de question, pas nécessairement envers ceux qui ont déjà pris la parole, mais envers nous tous, et que peut-être ça aide aussi ceux qui n'ont pas encore pris la parole à rebondir par rapport à des questions, pour ne pas faire la soirée tout le temps, vous savez, toute la brochette, si je puis dire, des intervenants, vous vous attendez. C'est vous aussi qui devez, c'est ce qui était l'invitation de Jacques, venir aussi. Tu as vu des personnes déjà posées. Est-ce qu'il y a un micro baladeur, baladé Alors, ce que je vous propose, c'est une proposition, hein, c'est pas une imposition, mais ça pourrait l'être. Quand vous posez une question, elle peut, c'est votre liberté, s'adresser à une personne en particulier, mais c'est une question qui se pose, et non pas qui est posée à, et puis après, chacun d'entre nous ressent ce qu'il peut avoir à rebondir. Autrement, nous serions tombés dans des dialogues experts, personnes expertes, ce qui n'est pas le lieu, puisque le lieu, ces dialogues sont plus restreints dans les ateliers, plus centrés sur les ateliers. Donc, on peut se poser une question, vous ne la posez pas à une personne, mais vous la posez à l'ensemble de nous tous, et il se peut que la réponse vienne d'ailleurs que de nous. Vous disait la réponse est oui, mais rappelez-moi la question. Oui, alors, Christian, chanteur débutant. Pour moi, l'empathie, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que c'est uniquement une relation personnelle de personne à personne? Est-ce que l'empathie peut être de groupe à groupe ou d'individu par rapport à un groupe ou d'un groupe par rapport à un individu? Et avant de répondre à la question, je voudrais rendre un hommage à Jacques Delard et raconter un souvenir d'empathie collective. Il y a 42 ans, je rentrais du Japon comme jeune professionnel. J'ai été accueilli par Jacques Delard et l'Association internationale de thérapie relationnelle qu'il avait fondée avec l'autre, l'AITR. Et j'ai été accueilli avec bienveillance, sans jugement, par un collège de gens très seniors, extrêmement compétents, comme Roland Caille, qui a traduit toute l'œuvre de Léo, des grosses pointures. Et le jeune professionnel débutant a été accueilli chaleureusement, dans le respect, dans la bienveillance. J'ai fait mes premières armes en psychodrame avec ces gens-là.
et j'ai pu grandir, commencer à approfondir en étant entouré de gens extrêmement compétents, extrêmement bienveillants. En nous, le sauvage est à fleur de peau. Il s'est passé au Kosovo, au Bosnie et ailleurs, en quelques mois, le renversement de tendance et la sauvagerie collective peut reprendre le dessus de la Syrie en ce moment. Dans l'histoire de l'humanité, la relation de pouvoir est la règle. Et faire œuvre d'empathie, c'est faire œuvre de civilisation. Ça suppose de remplacer la relation de pouvoir par le pouvoir de la relation. Et ça prend du temps et de l'exigence. Et par rapport à l'empathie collective, en ce moment, dans le sud de la Tunisie, il y a des villages pauvres, démunis, où les populations accueillent les domiciles, partagent leur provision de famille avec d'autres familles qui viennent de Libye et ça dure depuis des semaines. Voilà un bel exemple d'empathie collective. Donc oui, l'empathie peut être collective, de groupe à groupe, d'un groupe à un individu. À nous de la cultiver en toute sincérité. Sur cette question délicate, d'abord, merci Edouard. D'autres rebonds sur cette question, ici ou dans la salle, puisque c'est la parole est. Corinne Fortier, donc je suis anthropologue et aussi pour la psychanalyse. En tant qu'anthropologue, on distingue quand même la solidarité, c'est-à-dire que de l'empathie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des relations solidaires entre groupes, mais il me semble que l'empathie, c'est plus de l'ordre de l'affect et des émotions qui concernent un sujet, et avec un sujet, un individu, et que c'est plus proche d'une relation singulière que d'une relation collective. En tout cas, en anthropologie, on n'utilise jamais le terme d'empathie, mais plutôt de solidarité. En effet, on peut aider d'autres groupes qui sont en difficulté, mais il ne s'agit pas d'affect, il s'agit de devoir, d'un rôle social. Or, de l'empathie, il s'agit d'affect, d'émotion, et il me semble là qu'il y a une distinction, et ça, c'est le point de vue de l'anthropologue qui peut être distinct du point de vue du psychologue. Merci Corinne de cet éclairage sur lequel je dirais que c'est un éclairage, c'est une mise en perspective qui vise à préciser et à différencier, et sur lequel nous pourrons aussi avoir à rebondir, à réagir. Oui, merci. Il y a différents écologues aujourd'hui qui s'intéressent aussi à l'empathie et se disent, mais chez les singes, chez les primates, est-ce qu'il y a l'empathie ou chez les canards? En fait, quand on voit un vol les effets de groupe, quand on voit un vol de canards, à un moment, vous avez des moineaux, des pigeons, chacun a vu cet élément, et puis vous faites un geste, il y a quelque chose, et puis d'un seul coup, il y a un envol. Et apparemment, c'est des mécanismes très anciens. Bon. Il y a Damasio qui a parlé au niveau de la cellule, justement de réaction simplement quand on pique une cellule, elle se rétracte, etc. Et des effets de cellule à cellule. Il semblerait que justement l'empathie a, pour Damasio et pour ces écologues, une origine bien plus profonde que notre niveau cortical. Et c'est ça qui est assez intéressant pour nous, c'est qu'au lieu de passer par une approche de compréhension, une approche de contagion, alors bien sûr, cette contagion peut être dramatique dans le cas de nombre de situations. Par exemple, vous introduisez un enfant noir dans une classe en Charente-Maritime, s'il n'y a pas d'autres noirs que ces enfants, il va être au début pourchassé. Hein? Et justement, c'est ça qui est assez marrant, c'est que ce phénomène où quelqu'un peut être pourchassé peut être aussi le phénomène où il va être accepté et accompagné. Et c'est ça qui est intéressant,
Et je trouve, par exemple, il y a aujourd'hui un magnifique problème de reconnaissance. Beaucoup de gens disent « je ne suis pas reconnu ». Je crois que c'est très important. Dans le couple, dans les relations de travail, c'est vraiment... Mais est-ce que moi je reconnais? C'est-à-dire que cette force d'opposition, disons, cette force de contagion, on peut l'inverser. C'est que dans le groupe, il y a de la contagion, dans le groupe de moineaux, dans le groupe, etc. Comment l'inverser? Et je pense, peut-être, enfin voilà, là il y a quelque chose de ce qu'on appelle de l'inversion au doigt de gant, et qui est intéressant. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, un petit noir, c'est normal qu'il soit au début la surprise du groupe, etc. Et très vite, si justement il y a une éducation de la part des professeurs, des adultes à cela, et des enfants eux-mêmes, donc ça passe à autre chose. Voilà. Merci beaucoup, Yves, d'avoir introduit une dimension très, très importante pour notre débat, qui est qu'il peut y avoir une phase négative de l'empathie, qui ne veut pas dire que l'empathie n'est que positive, elle est. Et traverse les deux étapes, négatives et positives, et ça c'est très important de différencier, parce que négatif ne veut pas dire mauvais, et positif ne veut pas dire bon. Souvent la culture française a mêlé les deux choses. D'autres rebonds pour le moment? Sophie? Finalement, je suis consultante en relations humaines et management. Moi, je pense que la base de la violence, c'est la peur. Et aujourd'hui, dans mes interventions dans les organisations, eh bien, je cherche à recréer du lien social, et du lien social authentique, et qui passe beaucoup par l'empathie, parce que c'est à peu près le seul outil que nous ayons pour lutter contre les risques psychosociaux. Et donc, c'est notre rôle à tous, le bonheur de l'autre, le bien-être de l'autre, le fait qu'il se sente inclus au groupe, dépend de chacun d'entre nous. Et moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est pas seulement que vous assistiez à une conférence et puis après vous repartez comme ça. Ce que j'espère, c'est que vous allez repartir marqués et que chacun d'entre vous qui va rentrer dans sa vraie vie après les vacances va pouvoir garder cette sensation, cette émotion et surtout mettre en pratique cela dans chacun de vos environnements, avec votre boulangère, avec votre voisine, avec peut-être la femme avec laquelle vous ne vivez plus, peut-être avec votre collègue, avec votre hiérarchie. Vous pouvez beaucoup pour créer une nouvelle société. Et ça ne dépend pas d'autres personnes que vous. Nous sommes tous, chacun, des acteurs de cette nouvelle société. Et l'empathie est un moyen tout simple. C'est le regard bienveillant de la mère universelle. C'est cet accueil inconditionnel de l'autre, quel qu'il soit, quoi qu'il pense. Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui, mais ça n'empêche qu'il a le droit au respect de ses idées, au respect de son travail, au respect d'être un homme debout, ou d'être une femme debout. Et cette ouverture de cœur, ça s'appelle la bonté. Et parfois, c'est un gros mot de nos jours, la bonté. Parfois, on vous prend pour un cucumber parce que vous êtes dans la bonté. Et je crois qu'on a besoin de la bonté, parce que ça s'appelle l'amour. Et Christiane Singer a dit quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. Elle a dit que l'amour n'était pas un sentiment, que c'était simplement la création. La création pure. Et vous portez tous ça en vous, à la base. Et je vous souhaite d'avoir le grand bonheur de construire l'autre, d'aider l'autre à se construire, juste par votre sourire, par votre regard, par votre ouverture. D'autant plus que c'est quelqu'un qui est difficile pour vous, et d'être dans l'acceptation. Et là, vous allez voir comme vous allez être très heureux. Je vous embrasse très fort.
soi ou l'admiration du courage de l'autre. À voir et à débattre. Donc, je m'appelle Christine Laurent, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute, et ici j'anime des stages de tantra. Et l'empathie, c'est en tant que thérapeute, mon plein quotidien, et animer des stages de tantra aussi. Dans mon rôle de psychothérapeute, c'est dans le tête-à-tête, et dans mon rôle d'animatrice de stage de tantra, c'est moi avec le groupe. Effectivement, chacun est porteur d'évolution pour la planète entière et pour lui-même. Mais ce que je peux observer, c'est que c'est ma capacité à moi d'être en présence avec moi-même, d'être un sujet, d'être qui je suis, d'être dans ma vérité, qui peut aider et accompagner par, je vais dire, par osmose, presque silencieuse, et qui peut aider l'autre à toucher son état d'être. Pour ceux que j'accompagne dans les groupes de tantra, ça a été très facile à observer ces deux derniers jours. Et c'est parce que moi, je suis que je peux aider l'autre à être. Ça m'ennuierait beaucoup que le point de prise de parole, ce n'est pas un spectacle. Ou alors ça va finir par devenir ennuyeux. Le micro est sollicité. Comment jardiner de l'empathie? Comment jardiner l'empathie? Tu n'as pas pris la parole. Comment jardiner de l'empathie? Comment jardiner de l'empathie? J'avais prévu de parler d'autre chose, mais on va essayer. Hein. C'est assez simple, surtout ici. Vous savez comment je vous appelle, moi, dans ma tête? Je vous appelle des créatifs culturels. Vous avez entendu parler de cette nouvelle population qui s'intéresse au développement personnel, à la médecine douce, à la nourriture bio, à la spiritualité, et surtout, dont 91% d'entre eux s'intéressent à la relation d'aide. C'est je crois que, à mon avis, l'espace des possibles a été créé pour cette population, pour qu'elle vienne et qu'elle puisse s'exprimer. Alors, moi, je m'appelle Patrice Levallois et j'organise un jeu qui s'appelle le jeu du Tao. Alors, en quoi consiste ce jeu? C'est en général des gens qui se mettent autour d'une table, qui énoncent un souhait et des problèmes qu'ils ont pour le réaliser, et tous les autres se mettent à les écouter. Alors là, c'est assez extraordinaire. À chaque fois, qu'est-ce qui arrive? Il y a de l'empathie naturelle. C'est-à-dire, pour moi, l'empathie, c'est un état d'être que vous possédez tous parce que, sans exception, à chaque fois qu'un groupe... Alors, je veux dire, parce que dans les groupes ici, on a des hommes, mais c'est des hommes créatifs culturels qui épousent des valeurs féminines. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça existe beaucoup plus dans les cercles de femmes. C'est-à-dire que c'est essentiellement, vous mettez des femmes ensemble, vous les regardez naturellement, elles parlent, elles s'entraident, elles vont naturellement, c'est extraordinaire à voir. Il y a quelque chose qui émerge tout simplement parce qu'elles ont envie de s'aider et elles créent. Alors là, j'ai bien aimé l'histoire de la création qu'a raconté Yves tout à l'heure, puis j'aime beaucoup ce que tu as dit sur la mère universelle. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché vraiment profondément parce qu'il y a quelque chose qui m'interroge là-dedans, c'est que tout simplement, en parlant, vous allez naturellement être naturellement bon. C'est-à-dire que vous allez sortir le meilleur de vous en aidant l'autre. Et pour citer quelqu'un qui parlait de Marshall Rosenberg tout à l'heure et de la communication non violente, Marshall Rosenberg commençait souvent ses conférences en disant est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez rendu service à quelqu'un? Et les gens attendaient un peu. Et puis, bon, au moment où il voyait que tout le monde se rappelait de ce moment, il disait « Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a rempli de joie plus que cela depuis ?»
Il nous a rempli de joie. Merci. Oui. Le micro oui. est... On a une question par ici. Oui. Merci. Moi, je ne suis pas tombée dans la potion magique quand j'étais jeune, donc j'ai beaucoup de travail. Et je voudrais savoir le lien que vous faites entre l'empathie et le non-jugement, ou en tout cas, pour continuer sur le jardinage, comment on améliore ces questions du jugement ou du non-jugement. Je dirais qu'un lien entre le non-jugement, je dirais qu'on est en lien avec le non-jugement quand on reconnaît qu'on juge. Hein? Comme on est en lien, on est en authenticité avec soi quand on reconnaît là où on est inauthentique. Donc, pour être en empathie avec quelqu'un, il faut simplement être authentique avec ce qui réagit en nous, ce qui est déclenché en nous face à l'autre. Donc s'accueillir soi-même. Une fois qu'on s'est accueilli soi-même, c'est naturel d'accueillir l'autre. Voilà. Je dirais ça. Je voudrais compléter la réponse à la question. Albert Camus disait on est toujours le couillou de quelqu'un. On est toujours le couillou de quelqu'un d'autre. Dans les relations sociales, dans les jeux de pouvoir, d'avoir quelqu'un méprisé, c'est quand même vachement commode. Donc je trouve que les nazes qui sont plus con que moi, je ne me sens pas trop gros. Et dans les relations sociales ordinaires, regardez le travail, écoutez les conversations, les papotages aux repas, et déblatérer sur les connards d'à côté, c'est quand même une occupation largement répandue. C'est pour ça qu'on a dîné tous ensemble, Ah, on ne peut pas faire ça. À quoi ça sert? Si je trouve un bouc émissaire, nous on va René Girard, les choses cachées de la Fondation du Monde, tant qu'un bouc émissaire méprisé, c'est une opération beaucoup plus rapide que de construire une personnalité estimable. Donc je remplace une estime de soi assez quelconque par le mécanisme du mépris du bouc émissaire qui fait que je me sens mal mieux. C'est quand même vachement plus rapide. Et donc, remplacer ça par ce qui vient d'être dit, ça prend du temps, ça se construit. Il faut que je sois conscient de ce mécanisme d'évitement qui m'évite de me regarder dans la glace tant que je suis en train de juger les autres. C'est quand même très intéressant de t'entendre parce que je pourrais en inférer peut-être que me croire dans l'empathie serait une attitude stratégique. Pour me laisser entendre que je ne suis pas dans le jugement. C'est une affirmation, c'est pas une question, c'est une affirmation, de temps en temps. Encore quelque chose à dire. Je voudrais revenir sur la mère universelle. Il paraît qu'il y a 5000 ans, il y a plein d'érudits qui confirmeront ou infirmeront ce que je vais dire, mais moi je l'ai lu dans un bouquin d'un type qui s'appelle Mark Locks, et qui dit qu'il y a 5000 ans, les sociétés étaient pratiquement tous matrilinéaires, et puis tout à coup, il y a eu une nouvelle forme de société patriarcale qui est venue. Donc un peu dirigée par des mecs, quoi. Et c'est ça qui a foutu la merde. C'est devenu... Et avec les systèmes pyramidales, on est rentré dans un système de compétition où tout le monde se détestait, où l'attitude du report de responsabilité sur autrui, d'avoir un ennemi, était tout à fait normale. Mais ce qui est en train d'émerger, et là, je l'ai entendu à la conférence que tu as dit, c'est qu'il y a de plus en plus de valeurs féminines. On dirait qu'il y a un grand retour du yin. C'est-à-dire que maintenant, les valeurs féminines, qui sont à mon avis vraiment des valeurs empathiques, commencent à émerger et je pense que
pour revenir à ce que tu disais, c'est ces valeurs-là, et c'est peut-être pour ça qu'elle s'adressait spécialement à vous, c'est ces valeurs-là qui ont une chance de sauver l'humanité. En tant qu'anthropologue, est-ce que tu pourrais te positionner par rapport à cette brillante intervention? Non, c'est pas dans la blague. Ah, c'est Dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Oui, donc c'est... Bon, alors, je veux dire des choses banales, mais juste que la domination masculine, c'est une réalité jusqu'à très très récemment. Et dans nos sociétés également. Mais en tout cas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais bon, en même temps, c'est extrêmement compliqué pour moi de parler, enfin justement, si je veux être sincère, de valeurs masculines et de valeurs féminines. C'est-à-dire que c'est toujours justement connoté. C'est-à-dire que si on dit qu'une femme est douce, un homme doit être dur, guerrier, alors qu'une femme aussi peut être dure, guerrière, et un homme doux et sensible. Donc c'est-à-dire que aussi déjà parler de valeurs masculines et féminines, mais bien sûr on n'a que ce vocabulaire-là, puisqu'on voit le monde de façon dualiste entre hommes et femmes. Donc bien sûr que si on comprend en même temps qu'une femme peut être dure, agressive et un homme aussi doux et sensible, et qu'on a des parties masculines et féminines, et en relativisant justement le côté masculin et féminin de ces valeurs qu'on attribue classiquement au masculin et au féminin. C'est pour ça qu'en anthropologie on parle de genre, c'est-à-dire que c'est un construit culturel, c'est pas inné. Une femme n'est pas douce, elle ne n'est pas douce, et un homme ne n'est pas agressif. Ça se construit par l'éducation, par la famille, par la culture. Donc à partir de là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans comme l'a dit Patrice, on est dans une évolution de la société où les hommes, en effet, accueillent plus leur féminin et les femmes aussi réalisent leur masculin qui était sans doute inhibé depuis des générations et dans beaucoup de sociétés. Merci. Je vais me tourner vers toi et de demander, après ce que nous venons d'entendre, comment tu imagines une empathie masculine? Tu te débrouilles maintenant. On va tomber sur toi. Une empathie masculine. Très bien, je vais faire comme Patrice, j'ai envie de rebondir sur ce que tu m'as dit. Peut-être qu'on y arrivera doucement. Mais oui, effectivement, je trouve vos deux interventions très intéressantes parce que justement au Québec, une des choses que j'ai particulièrement appréciées, c'est d'abord l'humanité et la capacité qu'ont les Québécois d'être très proches de leur cœur, de l'expression de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent. Et c'est vrai que ce mouvement aujourd'hui est d'accepter notre masculin, notre féminin, pour aller vers un équilibre qui est toujours évidemment à reconsidérer, à réinitialiser pour chacun d'entre nous. Mais c'est vrai que c'est tout un chemin, c'est un chemin de vie en fait, d'arriver à cet équilibre des deux. Et c'est vrai que c'est un chemin passionnant et très très riche. Et moi personnellement, puisqu'on a témoigné aussi, j'ai eu justement dans un chemin d'intériorité en essayant de descendre le plus profond de moi, d'aller chercher intérieurement qui j'étais vraiment, dans l'isolement, d'être loin de sa patrie, expatrié, dans la situation d'être un immigrant dans un autre pays. Donc c'est tout un contexte qui fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on se retrouve face à soi-même, et c'est tout un chemin pour rentrer envers le son. Et j'ai été au contact de cette
dimension. Et j'ai découvert mon féminin. Et je l'ai exprimé au travers de l'art, j'ai exprimé au travers de l'écriture. J'ai été à la rencontre de ça et ça a été, en tout cas dans ma vie, un moment extrêmement émouvant d'être en lien. Parce que j'étais plutôt une femme combative, une femme de carrière, une femme. Et là, j'ai découvert intérieurement cette féminité. Voilà, j'ai pas. C'est là, j'ai pas de. Moi, je te remercie vraiment d'avoir introduit. Un élément nouveau dans le Codevac, il serait que pour faire ce chemin, il a fallu une excentration. Ça me semble extrêmement important. Peut-être, Jacques, une réaction à travers toutes les générations sur l'excentration de l'empathie que vous avez traversée. Comment a évolué l'empathie à vos yeux? C'est une chose difficile parce que elle se heurte à l'angoisse, elle se heurte à la peur. Et il ne faut pas oublier que nous sommes sensibles à l'autre et nous attrapons de plein fouet, trop souvent, les angoisses qui sortent de lui ou celles même qu'il déclenche à l'intérieur de nous et quelquefois elles sont là-dessus. Le résultat de tout ça, c'est que la civilisation dans laquelle nous nous trouvons, général, vous voulez, pas quand même, cette civilisation se trouve menacée par des interventions de fond, comme des révolutions, ou même de simples révoltes, et que si on regardait très près, au travers de ce que nous nous racontait, les histoires, même des histoires de tous les jours, eh bien, on s'apercevrait que les causes des catastrophes sont beaucoup plus proches de ce que nous venons de raconter qu'on ne peut croire. Dans le chemin de cette question, Sophie, toi qui voulais donner, et après peut-être nous passons à une nouvelle question. Alors moi j'ai entendu la question de Dominique sur finalement comment fait-on pour jardiner l'empathie. Et il me semble que jardiner l'empathie, ça commence par une attitude. Ça commence par une attitude qui est le bonheur de servir l'autre, la fierté de servir l'autre et non pas se servir de l'autre. Se servir de l'autre, ça s'appelle de la manipulation. Et l'empathie n'est pas compatible avec la manipulation. Elle peut être compatible avec l'influence. L'influence, c'est justement donner un modèle. Un modèle de tous les jours. Un modèle court, non. C'est pas du tout être dans la mollesse. Il y a une dynamique dans l'empathie. Il y a que je suis debout et que je vais emmener l'autre. Que je vais emmener l'autre dans un mouvement ascensionnel. Un mouvement ascensionnel vers la joie. Parce que la joie, c'est la santé, c'est la pulsion de vie. Vous savez, l'exception dans le cosmos, c'est l'énergie. Et cette énergie bienveillante, elle va se traduire par une ouverture du corps, une ouverture du regard, une ouverture du cœur, qui va être que vous allez être d'abord dans offrir à l'autre des minutes de votre vie. Ça commence comme ça. Et offrir des minutes de sa vie à l'autre, ça veut dire d'abord prendre le temps de le faire. Il n'y a rien de plus urgent que d'accueillir l'autre. Il n'y a rien de plus urgent que de poser vos deux pieds au sol, vraiment, de manière très stable, et de dire bonjour à l'autre, et de le regarder dans les yeux, avec le cœur ouvert, le corps ouvert, et le sourire. L'empathie, c'est ça. Ensuite, c'est savoir écouter l'autre, sans ajouter votre grain de sel. Ce que vous pensez, vous, on s'en fout là. L'idée, c'est que l'autre puisse être écouté et que vous lui offriez des minutes de votre vie juste pour accueillir sa parole.
sans jugement, sans classement, sans réaction, juste accueillir. Et pouvoir éventuellement répéter ce qu'il vient de dire, ça s'appelle la reformulation, pour lui offrir un miroir et le faire réfléchir sur ce qu'il est en train de dire. Éventuellement, poser une question sans jugement, dénué de jugement, juste pour éclairer certaines zones si elles sont un peu dans l'ombre, un peu confuses. Et là, vous allez faire grandir les gens. Et ça passe avant tout par savoir prendre le temps. Prendre le temps de l'accueil de l'autre. Je ne vais pas t'en laisser. Merci. Ce que je demande à chaque intervenant, c'est que là, c'est pas un truc technique, et c'est pour notre organisation. Je ne développe pas des choses qui se développent en atelier. C'est-à-dire qu'on se concentre sur le propos. Alors, il y a une demande de parole avant, où la demande a identifié une. Alors, monsieur. Ça va je vais essayer de mettre en pratique l'empathie parce que quelque part je suis dérangé par ce que je viens d'entendre. Alors, parce que ce que je viens d'entendre, je sens moi qu'il y a une partie de moi qui n'est pas en accord. Donc, comment jardiner l'empathie à cet endroit-là? Alors, pourquoi c'est pas en accord? Parce que j'ai l'impression que ce que j'ai compris, c'est que c'était une direction trop tournée vers l'autre. Et que pour moi, l'empathie, c'est quelque chose qui part d'abord de soi. Alors, j'ai peut-être mal compris, mais je ne sais pas bien faire autrement que de dire, pour être dans ce lien, qu'il y a quelque chose qui me gêne dans ce que je viens d'entendre là. Merci. Alors, je vais non pas entrer dans le jeu questions-réponses, mais peut-être demander à un tiers de regarder ce qui s'est produit. J'entends votre remarque et je peux vous suggérer qu'effectivement, il peut y avoir une tempérance par rapport à un projet généreux qui était offert par notre intervenante, mais qu'à côté de cette orientation d'empathie offerte à l'autre, la personne, disons, qui est invitée à être empathique envers l'autre, il a besoin d'être aussi empathique envers lui-même. Et donc cet équilibre plus personnalisé, nécessaire, d'une considération pour soi-même et pour les autres, est effectivement donc quelque chose dans lequel on peut se sentir probablement mieux. Et c'est de cette manière-là que j'accueille votre remarque. C'est votre remarque. Merci. Bon, je pense que vous avez senti de quelle manière nous devrons ce soir, lorsqu'il y a une prise de position ou une autre, pour éviter que ça devienne un échange, je demande à une tierce personne de donner un quart. Cette tierce personne-là a été Patrick dans le groupe, ça peut être quelqu'un de la salle, et je crois que ça fait partie de notre le micro est déjà en place, d'accord. Et ensuite, c'est ça. Michel Corrignan, je suis psy-thérapeute. Donc je suis un peu intimidé, mais il y a quelque chose qui me tient. Attendez, vous n'êtes pas, mais vous n'êtes pas qui vous êtes. Je suis retraité. Ancien, j'ai fait 10 métiers, alors c'est difficile. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle quand je vois les actualités dans les camps rendus français. On voit un type dans le prétoire qui a torturé, qui a violé, qui a commis des meurtres, qui a fait des choses épouvantables. Et on le voit qu'il
qui est sans expression, il est méfiant, il ne montre pas de regret, il revient sur son visage, il ne pleure pas, mais parce qu'il ne peut pas. Et je sais pourquoi il ne peut pas, parce que moi j'ai vécu ça, beaucoup ici, parce qu'on ne ressent rien. Et c'est comme si on piquait quelqu'un, et on ne sait pas qu'on lui fait mal, puisque quand on se pique soi-même, je prends l'image, on ne ressent rien. Le problème, c'est qu'on ne ressent rien. On est coupé de ses sentiments, de ses émotions, on est cramé, quoi. On est vide, on est amputé, on est mutilé, on est creux. Et moi, j'étais comme ça. Et je pouvais regarder, je ne sais pas, un reportage sur les camps de la Shoah, et je ne pouvais pas verser une larme, je ne ressentais rien. Et il y a eu un événement dans ma vie qui m'a fait ressusciter, revenir à la vie, et recontacter mes émotions, mes sentiments. Et j'estime que je suis à l'état de miraculé, je n'ai pas 64 ans, mais j'ai 22 ans, 25 ans. Et j'ai appris, à l'espace que je viens de 20 ans, j'ai appris à contacter les sentiments, et à renaître, et à vivre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut exprimer et ressentir de l'empathie. Sinon, on ne sait pas, on ne se rend même pas compte qu'on fait du mal. Parce qu'on ne ressent rien. Alors, je pourrais dire que tout m'a compris. Entendre ce qui vient d'être parlé comme un témoignage, plus que comme une question, sauf que la question se pose à travers ce que vous avez évoqué, de cette posture où rien ne filtre, finalement. Alors, Yves, tu voulais peut-être apporter une petite précision plus scientifique sur ce sujet. Oui, donc on avait invité Serge Tisseron qui serait bienvenu, mais il est en Amérique du Sud. Et il a fait un livre que je vous conseille de lire sur l'empathie, justement, l'empathie et le lien social. Voilà. Et il raconte des choses très très précises autour des enfants où il y a toute une rééducation sur des images. C'est-à-dire que l'enfant qui n'est pas empathique, qui ne ressent pas, ce que tu décris d'ailleurs, qui ne ressent pas, ben, il peut taper sur le voisin à fond la caisse, parce que lui, si on lui faisait la même chose, il ne ressentirait rien. Et alors, donc ça c'est décrit par beaucoup d'éducateurs aujourd'hui, etc. Et je pense que même dans des tas de situations de la vie courante, il y a cette insensibilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un jeu justement possible à partir de là, où on éduque les jeunes à voir qu'il y a un coup et qu'on peut dire ben, tu me fais mal, parce qu'un jeune n'arrivera pas à dire tu me fais mal et à se mettre en protection. Dans le figement en somatique extensive, on s'aperçoit qu'on n'ose pas, quand on est justement, quand on subit quelque chose, très souvent, nous n'arrivons pas, ou les personnes qui sont victimes n'arrivent pas à le dire et à se mettre à l'écart, même rien que le fait de faire ça. Et donc, Serge Tisseron a montré, il y a toute une série de travaux là-dessus, sur l'éducation à la sensibilité et l'éducation personnelle à se mettre à distance des coups. Merci. Autant que, en complément de ce que tu dis, j'ajouterais que je me rappelle du film, je crois que c'est de Gus Van Sant, Elephant, dans lequel on voit bien la nécessité, non seulement pour ceux qui ont subi, mais pour ceux qui sont en référence active et qui sont totalement coupés de toute cette sensibilité, et comment y accéder. Alors, effectivement, c'est comment toucher la source. Bien la source que je vous évoquais ce matin dans la communication, puisque l'empathie, quelque part, est du côté de la source et de la promesse. Et là, je suis un peu sur l'animateur et pas l'intervenant, je n'en dirai pas plus.
Est-ce que vous souhaitez intervenir l'un ou l'autre par rapport à ce que vous avez évoqué? Pardon. Je voudrais savoir si vous faites une différence, entre la compassion et l'empathie. Est-ce que la compassion mène à l'empathie? Donc la question du lien. Ah non. Pourtant, je veux bien répondre avant, mais celle-là... Moi, c'est vrai que la réponse de quelqu'un de la salle, la question que vous avez posée sur les... Par rapport à cette question, vous souhaitez intervenir? Qui a une mot? Attendez, non, il arrive. Comme ça, c'est mon ressenti que j'évoque. Pour moi, la compassion, on va mettre le sentiment avec la personne qui est en face de nous, contrairement à l'empathie, où on va rester j'aime pas dire de marbre, mais disons qu'on va rester ancré dans ce qu'on est. C'est comme ça que je le ressens, apparemment. Non, pardon. C'est pas parce qu'on sourit qu'on les approuve. D'accord. Donc, pour moi, l'empathie, je suis ce que je suis, j'entends l'autre, je respecte ce que l'autre ressent, mais je reste dans ce que je suis. Alors que la compassion, je pleure presque avec l'autre. C'est ainsi que je le ressens. Merci. Donc, ça nous apporte un éclairage qui, pour moi, me parle. Monsieur souhaite rebondir sur cette question. On reste à l'intérieur de cette question, et puis ensuite, revenons. J'ai vu que tu souhaitais intervenir. Non, il n'y a pas de micro. J'avais entendu une définition qui m'avait touché par rapport à la compassion. La compassion, ça pourrait être offrir sa réceptivité. C'est effectivement très différent. C'est pas le même registre, il y aurait à retravailler là-dessus, mais peut-être des personnes particulièrement à l'écoute. Alors je sais que tu as demandé la parole, je fais dans ce sens-là, et je te donne la parole. Pour juste quelques mots autour du mot empathie, sympathie, antipathie, apathie, il y a des mouvements, des compathies, non compassion, mais qui seraient presque de la compathie. La compassion compathie. Bon, quelles sont les nuances entre tout ce mot pathie qui est le mot pathos, et quelles sont ces nuances? En fait, il y a une oscillation entre l'antipathie et la sympathie. Souvent, quand vous voyez quelqu'un, parfois, vous pouvez dire que cette personne est sympathique ou cette personne est antipathique. En fait, de par le fait que vous identifiez dans ses traits une histoire avec une personne antérieure qui vous amène un souvenir peu agréable, vous allez peut-être la catégoriser parmi les personnes antipathiques. Et la pauvre n'est pas grand-chose, sauf que vous faites une projection. Donc, ces associations d'antipathie et de sympathie sont préjudiciables à l'accueil possible d'un quelque chose que l'on peut nourrir d'une nouvelle relation si vous enleviez ces tendances à la sympathie et à l'antipathie. C'est pour ça que, en excluant la sympathie et l'antipathie, la tendre vers l'empathie, c'est-à-dire être à côté de la personne, très proche de la personne, pour lui refléter le témoignage de votre sensibilité à son égard, en excluant ces associations préjudiciables de la sympathie et l'antipathie. Alors, et la compassion, c'est également une posture probablement, par contre là, une notion de ferveur s'ajoute,
mais qui échappe un petit peu au champ de la relation dans laquelle je suis à l'aise. Merci. Juste avant de poursuivre, je voudrais me permettre quelques secondes de rebondir sur ce que tu viens de dire à propos de ce à côté. On a eu un gros problème de traduction, une ambiguïté de traduction par rapport à Freud sur Übertragung, transfert, et Gegen Übertragung, contre-transfert. Le mot contre en français est plus entendu contre au sens opposé, hostile, en réaction à. Il y avait seul un auteur français avait bien compris cela, c'est Sacha Guitry en disant je suis contre les femmes tout contre. C'est-à-dire l'autre sens du mot contre, c'est à côté. Et qu'on retrouve en anglais avec counter en français aussi. Mais c'est bien le contre à côté dont on parle, et le fameux contre-transfert, c'est un transfert à côté d'eux, et non pas un transfert hostile ou opposé. Il me semble que ça va dans tout contre. Contre les femmes, tout contre. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Et ça me semble que là c'est bien en phase. Excusez-moi d'être intervenu sur le contenu, c'est pas mon rôle principal ce soir. Sur cette question-là, tous les deux, c'était là. Ouais, alors moi, je ne connais rien. Question études, je n'ai pas eu mon certificat d'études, alors on va essayer d'être clair, mais je vais vous raconter comment je vois ça, moi. Tu as eu juste l'agrégation, mais pas le certificat, c'est ça? Non, j'ai essayé de lire des bouquins, mais je ne peux pas dire que je vais les relire, ça se saurait. Non, généralement, ça se sait pas. Alors, pour moi, l'empathie, c'est quelque chose que j'ai, que je veux me mettre. C'est une attitude que j'ai envers un groupe qui est là. Et la compassion, c'est ce que j'ai envers l'humanité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grand. Il y a quelque chose de religieux pour moi dans la compassion. Je le vois comme ça. Alors, il se trouve que j'ai approché pas mal de traditions. J'ai essayé d'étudier un peu tous ces trucs-là, ça me plaisait. Et ça n'a pas déformé cette idée, mais je suis sûr qu'elle est... Enfin, non, je ne suis pas sûr qu'elle est bonne, mais je vous assure qu'elle est mienne. Il ne manque pas d'empathie au cœur. Ça commence par là. Je voudrais revenir une seconde sur le témoignage de sentir, ne pas sentir, qui m'a beaucoup touché, et parler de comportement où on peut porter atteinte à l'intégrité d'autrui en toute bonne conscience. Il n'y a pas que la dimension individuelle, la dimension des normes sociales. Tu as cité la loi américaine. Je ne crois pas qu'on fasse de guerre d'Algérie comme deux dans les commandos parachutistes. La Convention de Genève veut qu'on ne tue pas les prisonniers. La Convention de Genève veut qu'on ne tue pas les prisonniers. Les guerres sont affreuses, mais révèlent des facteurs humains. En Algérie, les soldats français ont tué souvent les prisonniers. Oui. Et celui qui est fier d'exécuter l'ordre que le chef lui a donné, en recours de la Jamaïcaine, et qui fait des coches sur sa crosse quand il emmène le prisonnier à la corvée de bois pour l'abattre, c'est souvent le petit instituteur de son différent, le type qui a oublié son chef, qui respecte les institutions, qui paye son poileur et qui est dédouané de sa responsabilité morale parce qu'il a reçu l'ordre. Quand mon frère était volontaire pour donner son sang à un prisonnier blessé, il était rejeté par ses collègues. Parce que ce n'était pas une norme. L'empathie, ça a été bien décrit. La compassion est bien décrite dans la tradition bouddhiste, la psychologie bouddhiste. Ce sont des sentiments nobles où on peut aimer sans attendre de payer le retour. Dans la tradition française, ça s'appelle l'amour oblatif. Sauf que le mot a disparu du vocabulaire. Et si nous découvrions en nous cette capacité d'amour oblatif, d'aimer sans attendre de payer le retour, il faut beaucoup s'aimer soi pour ça. Il
Il faut être en paix avec soi-même. Mais la capacité d'amour est inépuisable. Plus vous êtes en contact avec cet amour relatif, plus vous pouvez aimer le genre sincèrement de façon inépuisable. Je me permettrais juste d'interroger pour nuancer. Quand on dit qu'il faut pour cela beaucoup s'aimer soi-même, d'autres pourraient dire aussi ne pas s'aimer du tout. La question pourrait aussi être posée dans ces termes. Je ne l'oppose pas, hein, je l'ouvre. Insister lourdement. Qui vous êtes, ça commence Gérard. Ça marche. Est-ce que tout simplement l'empathie ne se caractérise pas comme étant quelque chose que quand il n'y en a pas, c'est pathologique, tandis que la compassion, qui est une valeur supérieure, on ne peut pas dire qu'un individu qui est privé de compassion, il est malsain. L'empathie, c'est quelque chose qui est nécessaire au fonctionnement ordinaire de l'individu et de la société. La compassion, c'est la recherche d'une dimension verticale qui, au niveau social, au niveau individuel, n'est pas une obligation. Le philosophe Mandeville disait qu'il n'y avait aucun mérite à sauver un enfant qui brûlait dans le feu, par exemple. Parce que c'est dans ce moment-là, la lumière de ce que Yves disait tout à l'heure, par exemple, ces enfants qui peuvent taper sur un autre sans ressentir ce que l'autre ressent, je veux dire, ça revient un peu à dire que c'est la même chose qu'un individu qui laisserait brûler un enfant. C'est-à-dire qu'il faut un minimum d'empathie pour empêcher un enfant de se brûler, quoi, je veux dire. Donc l'empathie, il faut peut-être voir que c'est quand même quelque chose d'assez normal et d'assez nécessaire au point de vue des relations humaines. C'est un lubrifiant des relations sociales, tandis que la compassion, c'est la recherche d'autre chose, d'une dimension supérieure, qui est infiniment précieuse, mais qui n'est pas du tout obligatoire au niveau social. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi un niveau de cadre dialectique à un endroit dans ce que tu exprimes. L'autre jour, bon, il y a une régulation de quelqu'un qui voulait poignarder sa compagne à la guépière. Et le nom est bien choisi. J'y suis allé, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais tu as fait la CNV ?» J'ai dit « Surtout pas ». Alors, dans un premier temps, oui, surtout pas. Je suis arrivé tout simplement et puis j'ai donné le cadre. Je pense qu'il y a des fois où on veut être empathique et tout simplement, il faut rappeler que pouvoir regarder l'autre, c'est pas permis dans les lois françaises et que on va falloir à ce moment-là faire venir la gendarmerie. Mais il n'y a pas besoin de... Il y a d'autres lois aussi autorisées dans quel pays on peut, parce qu'on va immigrer. Non, mais il y a... On parlait de Tariq Ramadan, qui, effectivement, la lapidation peut être relativement permise dans certains pays. Je ne vais pas entrer dans la polémique. Mais voilà, je pense que on peut confondre les cadres, et notamment être empathique avec son enfant d'une façon copain, si le cadre parent-enfant, si le cadre du lieu, si le cadre de la violence n'est pas donné, et notamment par exemple dans un couple, s'il y a quelque chose de l'ordre de la violence ou autre, il y a quelque chose qui ne va pas et donc qui ne peut pas être écouté. Et souvent, l'erreur qu'on peut entendre, c'est que toute une série de gens disent « Oh, je vais l'écouter, je vais... » Là, c'est la connerie. C'est en tout cas de la c'est la non... on construit... je pense que même dans la société, il y a des tas de fois où on n'a pas le temps aussi. Et donc, il faut l'évaluer
ce temps qu'on peut donner à l'autre. Hein. Moi, je vais faire le lien avec l'autonomie aussi. Dans l'autonomie, on utilise le mot confirmation existentielle. Hein, c'est-à-dire que par le toucher, en fait, c'est un toucher très particulier puisque finalement, je me sens au monde, si je suis déjà détendu, je peux vous parler davantage et être ouvert au lieu d'être condensé sur la communication et sur l'échange. Et donc, moi, en étant au monde, ben, si l'autre est un petit peu moins, je lui confirme existentiellement qu'il existe parce que finalement, c'est aussi, on parlait de collectif, de la dimension collective. Voilà. Je voulais simplement montrer qu'il y a des niveaux différents et que des tas de fois, moi j'ai vu par exemple des couples ici discuter sans s'étendre pour reformuler ce qu'ils avaient dit et comment, et avec de la process comme de l'analyse conventionnelle, de la PNL, et j'en passe. Ah, ça occupe le couple, tout ça. Mais simplement, effectivement, ils utilisaient des tas d'outils, mais ne lui peut-être pas poser tout simplement le cadre où ils étaient et ce qu'ils voulaient l'un par rapport à l'autre. Enfin, voilà. Et enfin, moi personnellement, très souvent, j'ai intervenir sur le cadre ici. Et ce cadre, au début, c'est pas l'empathie. Alors, à partir de là, je ferme ma gueule et j'écoute l'autre. Alors ça surprend. Donc là, il y a une technique, effectivement, qui me permet de l'écouter et puis de redonner le dialogue. Parce que c'est vrai que si on est dans la violence, à la violence, on répond par la violence, mais je me souviendrai d'une autre histoire où vraiment quelqu'un était en train de casser la gueule de tout le monde parce qu'il était sous. Bon, ça peut arriver, mais là, il était vraiment il y a pas mal d'années. Puis je suis arrivé, je lui ai dit, c'est soit la gendarmerie, soit tu te tais et tu te calmes tout de suite. Bon, ben, il s'est calmé tout de suite. Mais, alors que je ne suis pas venu du tout en force. Simplement, mes mots étaient clairs parce que n'importe comment, ça serait, s'il y avait un blessé, c'était forcément l'intervention de la loi. Et je finirai simplement sur le problème de la toute-puissance de la relation. Énormément de gens disent « Ah ben si le pauvre chou est en colère ou s'il est comme ça, c'est à cause de moi. » Or, il faut comprendre que si quelque chose intervient chez la personne, c'est structuré depuis des années. C'est pas là dans l'ici. On n'est pas dans l'ici maintenant. Vous voyez, c'est pas l'autre se déduit de moi. Par contre, effectivement, il peut y avoir des positions d'intériorisation et de cadrage qui permettent à la personne de redescendre en elle-même et d'être accessible. Et effectivement, c'est peut-être le rapport à la folie, c'est qu'il n'y a pas, à ce moment-là, on n'est plus en face d'un forcené, mais de quelqu'un qui devient accessible dans des marges et des tolérances et on a des marges de manœuvre de part et d'autre. Et effectivement, c'est ce qu'on arrive à faire. Mais voilà, c'est pour vous situer vraiment que l'empathie peut, et notamment entre parents et enfants, et là je vais vous dire par rapport à l'histoire qu'il peut y avoir, que vous avez, moi j'assiste ici beaucoup aux relations des ados ici, qui parlent de leurs parents. Hein, et qui disent à quel point être parent, être fils ou fille de gens qui essaient de se poser des questions, c'est très chiant. Parce que justement, ils perturbent énormément la relation, et notamment, il y a une perturbation complète entre ce qui est de l'ordre du cadre, ce qui est de l'ordre de la problématique personnelle, de mon évolution, et puis tout ce qui passe dans l'air. Je termine parce que je crois que ça peut concerner beaucoup de gens ici. Et justement, ils trouvent ici un truc génial, c'est qu'ils trouvent d'autres gens avec le dire mon papa est fêlé et le tien. Et je finis simplement. C'est que je crois que justement, il y a quelque chose qui n'est pas tenu du cadre et des niveaux dans lesquels interagir. Et il y a, par exemple, il y a un truc génial, c'est toutes les techniques d'entraînement affectif comme la biodanza, comme le temps.
certains exercices de tantra, mais justement, s'ils ne sont pas définis dans un cadre où, par exemple, il y a beaucoup de gens ici, quand ils sortent de cela, ils voudraient aller boire un pot et continuer ce qui s'est passé. Mais non, on est dans un autre cadre. On est dans un autre cadre. Par contre, justement, et beaucoup de gens ne savent pas dire, moi je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est ça, c'est que finalement l'affectif fait quelque chose d'extrêmement fourrant. Et parce qu'on ne sait pas le doser, le comprendre, l'expliquer, etc., etc. Et là, il y a effectivement des emboîtages différents, des lieux, des paroles, des tas de choses. Et c'est peut-être cet apprentissage-là que nous devons faire. Enfin, je pense qu'on nous avons fait beaucoup ces dernières années, mais que nous avons à compléter. Je vous embrasse. Je ne peux pas m'abstenir de demander son point de vue au papa Philippe. Je suis profondément d'accord avec lui. Et je souhaite profondément que les séances comme celle d'aujourd'hui et vos questions, bien entendu, viennent en quelque sorte compléter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Merci beaucoup. Je suis Valérie et mon métier en tant que formatrice coach dans la gestion des conflits dans les entreprises. Et cette notion d'empathie est une notion qui est souvent mal comprise, qui peut souvent être confondue avec une situation de faiblesse. C'est-à-dire que si je suis empathique, eh bien, ça veut dire que je suis faible. Je me laisse dominer, je me laisse influencer, etc. parce que je suis empathique. C'est souvent ce que je reçois comme écho de la part des personnes avec qui je travaille. Et je crois que cette notion d'empathie, elle demande souvent beaucoup d'éclairage pour que la personne sente que l'empathie, c'est une force dans la relation, parce qu'elle permet d'agir, je voudrais dire, justement, avec justesse. Parce qu'on arrive, en fait, finalement, l'attitude empathique permet d'évaluer la situation avec objectivité et clarté, puisqu'on est dans le non-jugement et dans l'écoute. Et quand on n'agit pas de manière, on peut dire, dans une attitude de soumission, mais au contraire, on agit en restant soi-même et en acceptant que l'autre ait une autre position. Et je pense qu'il y a une grande confusion qui se fait entre l'attitude empathique et l'attitude que je nomme fusionnelle. C'est-à-dire qu'on s'identifie tellement à la situation de l'autre qu'on se perd soi-même. Et j'aimerais apporter cette clarification à ce niveau, parce que quand on reste objectif et centré sur soi-même, avec une grande écoute de la situation de l'autre, eh bien, c'est facile d'être empathique. On n'a pas besoin de faire de grandes écoles pour cela. Et je voudrais rajouter, c'est un jeu de mots, que celui qui n'est pas empathique, qui n'a pas d'empathie, empathie. Oh, joli. Alors, je crois que je ne vais pas rebondir sur votre intervention qui portait elle-même le champ de la question et de la réponse. En revanche, je voudrais partir de votre intervention pour poser une question à vous-même ou aux intervenants ici. Quand je dis intervenants, c'est tout le monde. Vous avez employé un mot qui est être objectif. Ce mot m'a interrogé
j'aurais envie d'intervenir, mais ce n'est pas mon statut maintenant. Mais est-ce que quelqu'un pourrait ici dire comment il peut décoder la nécessité que nous avons parfois d'utiliser le mot objectif? Quelle fonction a l'usage de ce mot dans un tel domaine? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je ne sais pas si leur objectif, moi j'associe immédiatement le mot factuel. Et le mot factuel, c'est voilà les faits, voilà ce que j'ai vu de toi, voilà ce que j'ai entendu, voilà le témoignage que je te porte. Et pour bien évidemment que la personne valide, je propose toujours ce que je vois en disant si je ne me trompe, tu as dit et tu es touché. Donc le sens et le ressenti, mais avec la réserve de si je me trompe et si ma perception de ce que tu as exprimé est ajustée. Donc le mot être objectif, pour moi, c'est être factuel de la manière que je viens de décrire. Très factuel dans le sens dégagé de toute projection personnelle. L'objectivité ou la première partie de la méthode de communication non violente et l'observation. C'est que pour pouvoir s'entendre, il faut partir effectivement sur des faits et Marshall Rosenberg définit cette observation par ce qui est finalement tout simplement observable et sur lequel tout le monde pourrait s'entendre, tout le monde pourrait Krishnamurti disait que c'est le plus haut niveau d'intelligence, c'est de faire la part des choses entre ce qui est et mon interprétation. Et c'est vrai que ça existe, ce n'est pas évident. Il est 23h30, nous avons débuté un petit peu plus tard que prévu, mais nous n'avons pas donné plus de 10 minutes. Je crois pour la nuit porte conseil aussi. Et la nuit peut être empathique avec nous-mêmes. Donc, oui. Comment on a besoin de micro quand même pour. Sophie nous a suggéré de donner du temps, donc on va prendre le temps. Ok, donc je suis Oana, j'essaie de développer un espace avec la danse, je nourris danse normale, et j'aimerais vous proposer à M. Jaguenard, même si j'ai un peu peur de la salle. J'ai écrit pour la conférence, ça c'est ma question. J'ose vous demander, pourriez-vous offrir aux jeunes ou moins jeunes chercheurs que nous sommes un secret ou un livre? Et maintenant je pense en fait c'est probablement une chanson quant à votre présence sympathique, empathique, magnétique et magnifique qui est la vôtre. Est-ce que vous accepteriez que ce soit le mot de la fin pour ce soir? Est-ce que vous l'accepteriez? On vous remercie. Merci d'avoir partagé avec nous tous ce moment. Merci de vos propos, merci de votre présence, merci de votre empathie. Ah oui, c'est terminé sans être terminé, tout en étant terminé, c'est jamais terminé en fait. Ben moi j'ai tout compris. J'ai tout compris. Oh ben non,
j'ai pas... Alors voilà, alors à partir de demain, je vais au Québec. Je vais jardiner mon empathie pour me retrouver face à moi-même pour exprimer mon féminin avec une excentration. Ah, c'est pas mal, hein. Et puis alors après, j'irai voir ma boulangère. Bonjour madame la boulangère, je suis l'espace dans lequel vous pouvez être l'autre. C'est bon. Je fais partie des créatifs culturels. Et vous? Est-ce que vous êtes empathique avec vos baguettes? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'empathie? C'est un sport relationnel. J'ai appris ça ce soir, moi. À Monsieur Bernard. Donc voilà ce que je vais faire. Et puis je vais être très proche de l'autre. Tout proche, hein, tout contre. Ça va être super. Je vais enfin pour oser m'approcher. Je vais... Ah oui, il y a aussi un truc génial que j'ai appris ce soir. Si j'osais, je remplacerais la relation au pouvoir par le pouvoir de la relation. Je pourrais faire de l'auto-empathie. Ah ouais. Ouais, c'est ça. En gros, hein. C'est le point de vue de l'anthropologue. Ou alors j'ai pas tout compris. Bon, en tout cas, je vais éviter de taper sur les autres. Je vais mettre du lubrifiant. C'est déjà pas mal, hein? Merci.